Alors, avant d'attaquer le problème bille en tête, il faut avoir conscience que la question du temps est une question difficile, vous le savez, mais qui n'empêche pas que quand on veut la traiter, on cède parfois à quelques facilités. Et il y a deux facilités que je voudrais évoquer rapidement. La première, c'est celle du philosophe, qui pense que la question du temps a été réglée une bonne fois pour toutes par tel auteur particulier. Donc Bouchois, Kant, Husserl, Bergson, Heidegger, Hegel, etc. Et qu'il suffit d'étudier ce philosophe et toutes les questions qu'on peut se poser à propos du temps sont résolues. Deuxième facilité, c'est celle de l'ingénieur ou du physicien, qui pense que le temps, c'est le paramètre T. Et que dès lors qu'on a mathématisé le temps, on a en fait résolu toutes les questions qu'on peut se poser à propos du temps. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces deux facilités sont en fait des pièges, parce qu'il existe ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives, produites par la physique. C'est-à-dire que physique et philosophie sont deux domaines évidemment séparés. Je pense que jamais la physique ne prendra la place de la philosophie. Mais parfois, sur certaines questions, un résultat de physique vient apporter un élément de réponse seulement, peut-être pas la réponse complète, à un questionnement philosophique. C'est ce que deux pères fondateurs de la physique quantique, qui s'appellent London et Bauer, ont décrit en conclusion d'un article fondamental sur la théorie de la mesure en physique quantique, qui était paru dans les années 30. Ils avaient inventé cette notion de découverte philosophique négative que la physique est capable parfois de produire. Alors, puisqu'on refuse les facilités, ça veut dire qu'on accepte les difficultés. Et s'agissant du temps, il y en a un certain nombre. Et je vais en citer deux. La première, c'est les difficultés relatives au langage, qui sont multiples elles aussi. C'est-à-dire que, première difficulté, il n'existe pas de définition du temps. Nous sommes tous très à l'aise pour parler du temps, mais personne parmi nous ne serait capable de le définir, puisque le mot temps est un mot primitif, comme disait Pascal, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être rapporté à un mot ou un concept qui serait plus fondamental que lui. Et donc, il va falloir essayer de penser le temps sans être capable de le définir. Je le dis vite, mais vous pouvez essayer ce soir d'inventer des définitions du temps, ou de reprendre des définitions qui ont été proposées par les uns et les autres, et vous verrez que ces définitions, en fait, ne sont que des métaphores, ou des redondances, ou des tautologies, qui présupposent en amont d'elles-mêmes l'idée même de temps. Je donne un exemple, la définition proposée par Aristote. Le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. On peut en discuter longuement, mais vous voyez qu'il y a déjà l'idée d'une chronologie qui est installée dans la définition même, puisqu'on parle d'avant et d'après. Donc on n'a pas vraiment progressé. Du coup, le mot temps est l'objet d'une polysémie fulgurante. Si vous écoutez les conversations au café du coin, vous pourrez noter sur une feuille de papier toutes les expressions qui contiennent le mot temps. Et vous verrez assez rapidement qu'à chaque fois que le mot temps apparaît, il pourrait être remplacé par un autre mot plus précis. Je n'ai pas le temps, ça veut dire je n'ai pas la liberté, etc. Le mot temps sert à tout dire à la fois. Par exemple, la succession, la simultanéité, la durée, le changement, le devenir, l'attente, l'usure, le vieillissement, l'époque, la vitesse, etc. Et donc, vous pourriez vous dire, mais c'est pas grave, puisque finalement, on arrive quand même à se comprendre. Effectivement, ça n'est pas grave. Mais il y a quand même deux éléments qui devraient nous inquiéter. Le premier, c'est qu'il existe en fait une métaphysique du langage quotidien. C'est-à-dire que notre façon de dire le temps, sans qu'on en ait conscience, formate et peut-être même détermine notre façon de le penser. D'accord ? Et donc si on veut penser le temps pour lui-même, en le débarrassant des préjugés qui viennent du langage, il faut procéder en amont à ce que Yankelevitch appelait un nettoyage de la situation verbale. Nettoyage de la situation verbale. Et je pense que c'est le problème le plus urgent, puisque si j'en crois la conclusion
qui a été tiré d'un colloque récent organisé en Angleterre avec des grands de la physique, il y avait Penrose, Hawking et quelques autres, sur la flèche du temps. Voilà la conclusion qu'on a tirée Penrose. Il ne semble pas exagéré de dire que la question principale que pose la question du temps et de sa flèche est de savoir dire de quoi il s'agit au juste. Donc c'est pas moi qui le dis. Okay. Donc vous pouvez vérifier que, je prends un exemple, on dit que le temps passe. Bon, est-ce qu'il nous arrive jamais d'interroger la vérité de cette phrase? Non, puisque on va définir la particularité du temps par rapport à l'espace par le fait que le temps passe. Donc ce qui fait la temporalité du temps, c'est le fait qu'il passe. Bon, et qu'est-ce qu'on appelle le passage du temps? C'est le fait que les trois moments du temps, futur, présent, passé, se succèdent les uns les autres. Enfin, c'est pas si simple, parce que le passé étant passé ne passe plus. Mais bon, en gros, c'est l'idée d'un remplacement permanent de l'instant présent par un autre instant présent. Est-ce qu'on a pour autant le droit de dire que le temps passe? Non. Parce que si on considère que le temps a pour fonction principale de remplacer, de renouveler en permanence l'instant présent, alors ce travail de renouvellement ne passe pas, ne cesse pas plutôt, et il fait passer la réalité. D'accord? Donc le temps qui fait passer la réalité ne cesse pas de passer, puisque la réalité elle-même passe en permanence. Donc on peut tout à fait défendre l'idée que la seule chose dans l'univers qui ne passe pas, c'est le temps. Et pourtant on dit que le temps passe. Pourquoi on dit que le temps passe? Parce que le langage a tendance à confondre un objet et sa fonction. Et donc on commet en disant que le temps passe la même erreur que celle qu'on commettrait en disant qu'un chemin chemine ou qu'un cahier à musique chante. Un chemin ne chemine pas, il permet à des promeneurs de cheminer. Un cahier à musique ne chante pas, il permet à des chanteurs de chanter, etc. Le temps ne passe pas, mais il fait passer la réalité. On peut discuter de ça, c'est juste pour vous provoquer et montrer que le langage est plein de pièges, augmenté par le fait que existent en amont même du langage des métaphores trompeuses. La plus fréquente étant celle du fleuve, elle a 2500 ans, c'est Héraclite qui l'a évoqué en premier, et on continue à parler du temps comme si c'était un fleuve. Autrement dit, notre façon de dire le temps n'a nullement été affectée par la révolution newtonienne, et encore moins par la relativité restreinte, et ni par les autres révolutions que la représentation du temps en physique a pu subir. Nous parlons du temps comme on en parlait avant. Donc, le langage est, en l'occurrence, quelque chose dont il faut se méfier, même si l'analogie du fleuve que j'évoquais a eu des vertus, heuristiques notamment. Kant a fondé l'idée de causalité, qui sera essentielle, comme on va le voir, sur cette image du fleuve. Mais en même temps, si vous dites que le temps est un fleuve, vous allez lui attribuer des propriétés qu'ont les fleuves et que le temps n'a pas forcément. Par exemple, la vitesse. Tous les jours, j'entends dire que le temps passe de plus en plus vite. Donc non seulement il a une vitesse, mais il a une accélération. Donc, je vous rappelle que, enfin, je vous rappelle pas, vous enseignez tous les ans qu'une vitesse est une dérivée par rapport au temps. D'accord? Donc, la vitesse du temps est un concept qui n'a aucun sens. Vous pouvez tout à fait dire que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures, et vous voilà bien avancé. Donc renoncer à cette notion de vitesse qui est directement héritée de la métaphore du fleuve et qui continue dans le langage à tromper sur la nature même du temps. Je connais des tas de gens. Ah. Ça marche? Je connais des tas de gens, parmi mes étudiants, qui pensent que la vitesse du temps, c'est la vitesse des trotteuses sur les monts. Eh oui. Bon. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas de définition du temps, mais le temps, mes enfants étaient là, mes deux fils étaient là, et le plus
petit, à la fin, m'a dit, mais finalement, le temps, c'est une prison à roulettes. Et j'ai pensé qu'il avait raison. C'est-à-dire que ce que montre la physique, me semble-t-il, c'est que le temps, c'est effectivement une prison, au sens où nous ne pouvons pas sortir de l'instant présent. Nous sommes obligés de suivre le cours du temps, et nous ne pouvons pas choisir la place que nous occupons sur l'axe des temps. Donc nous sommes emprisonnés dans l'instant présent. Hein, donc autant l'espace est la marque de notre liberté, autant le temps est la marque de notre emprisonnement. À roulette, parce que ça avance. Toute la question étant de savoir ce qui fait que ça avance. Est-ce que le temps avance tout seul? Est-ce que ce sont les phénomènes irréversibles qui font qu'il y a un cours du temps? Autrement dit, est-ce que c'est la flèche du temps qui est le moteur du cours du temps? Ou bien est-ce que l'impression que nous avons que le temps passe est liée à notre subjectivité, au fait qu'on a un cerveau violemment irréversible, etc. Des thèses qui sont celles défendues par Thibaut d'Amour, par exemple. Est-ce que notre impression que le temps passe relève de notre subjectivité? Est-ce que c'est, au contraire, une donnée objective de la nature? Ou bien est-ce que c'est notre situation d'observateur qui suivons des lignes d'univers dans l'espace-temps, qui crée pour nous l'impression d'un passage, de la même façon que lorsque vous êtes dans un... Et le paysage évolue par votre mouvement. Donc la grande question, c'est celle-ci, et je ne vais pas la traiter, c'est quel est le moteur du temps? Sachant que toutes les théories physiques modernes, je ne parle pas des théories en cours d'étude ou de construction comme la théorie des cordes, prennent acte du moteur du temps. Quand vous mettez une petite flèche sur l'axe des temps, c'est ce moteur que vous désignez. Donc on dit quand on trace devant les étudiants le fameux axe des temps, la flèche qui est là, elle signifie que le temps a un cours. Ça n'est pas la flèche du temps, ça sera le propos de mon exposé. Cette flèche désigne le cours du temps. Elle dit que si vous avez été présent à cet instant-là, vous ne pouvez être présent qu'aux instants ultérieurs et jamais aux instants antérieurs. Alors, puisque j'ai peu de temps, justement, je vais essayer d'aller vite. Et signaler une autre difficulté, qui alors elle est beaucoup plus grave que celle que je viens d'évoquer à propos du langage, c'est le fait que nous confondons, pour des raisons que les neurocognitivistes pourraient peut-être expliquer, le temps avec les phénomènes temporels. C'est-à-dire que nous attribuons, sans trop de discussion, au temps les propriétés de ce qui se déroule dans le temps. Voilà. Et ça, c'est un piège. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de collusion entre temps et phénomènes temporels. Je dis simplement que cette collusion n'est jamais discutée. Hier, j'ai écouté un exposé brillant de Matthias Fink que vous connaissez. Je lui ai juste dit que son titre n'allait pas. Parce que son titre, c'était « Le renversement du temps ». Pour ça, il envoie des ondes sonores et il arrive à reconstituer l'état initial de ces ondes par un système de miroir, mais il n'a pas renversé le temps. Il a renversé la dynamique du phénomène. Mais au bout de ce processus, il a retrouvé l'état initial de son système, mais pas l'instant initial. Bon, donc il ne faut pas trop jouer avec les mots. Voilà. Et il se trouve qu'un de mes étudiants a passé, je lui ai demandé d'aller passer 3 mois dans un laboratoire de catalyse chimique à Villeurbanne, et son seul boulot, c'était d'écouter comment les chimistes qui font de la catalyse parlent du temps. Stage de 3e année, etc. Et il a confirmé dans son rapport une sorte d'intuition qu'on aurait pu avoir tous à ce propos, qui est que nous parlons du temps comme s'il s'agissait de ce que Prigogine appelait le temps anthropique, qui définit par T étoile, dt étoile, égale à une certaine constante fois l'intégrale de la variation d'entropie du système par unité de temps, dt. C'est-à-dire nous parlons du temps comme s'il était le temps anthropique, c'est-à-dire le temps physique, habillé par les changements qui se produisent pendant les durées physiques. Autrement dit, quand nous parlons du temps, nous l'habillons des phénomènes temporels auxquels il donne un support. Et d'ailleurs, si vous désignez par hasard un jury citoyen, et vous demandez à ce jury citoyen, je m'étais promis de la caser, mais je ne savais pas encore où. Vous demandez à ce jury citoyen ce qu'est le temps, le jury citoyen
va dire que le temps, c'est le changement. C'est pas le changement. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on croit depuis le tout début. On identifie le temps au devenir. Et on pense que quand rien ne se passe, le temps s'arrête. Lisez les premiers mythes qui racontent l'histoire de la naissance de l'univers, que ce soit chez les Grecs, chez les Amérindiens, chez les Chinois. Dumézil a montré que ces mythes racontent tous la même histoire. À savoir qu'il existait au début un monde sans temps, dans lequel il y a de la durée. Il se passe des choses. Mais dans ce monde, il n'y a pas de temps. Et puis tout d'un coup, au bout d'un certain temps, le temps apparaît. D'accord? Donc il y a un monde pré-chronique au sein duquel le temps arrive à prendre racine. Le mythe grec est, je pense, le plus connu. Je vous le dis rapidement tel que raconté par Jean-Pierre Vernant. Au début, le ciel et la terre, Ouranos Gaïa, pas d'espace, pas de temps. Pas d'espace, pas de temps, donc le ciel, Ouranos, est vautré sur Gaïa. Pas de temps, pas d'espace, qu'est-ce qu'on fait? Relation amoureuse. Et Gaïa ne cesse pas d'être fécondée par Ouranos. Comme il n'y a pas d'espace, les titans, enfin les embryons de titans qui sont dans son ventre ne peuvent pas en sortir. Donc elle gonfle. Elle étouffe. Et elle demande au dernier né des titans, qui s'appelle Chronos, avec un K, elle lui demande de la débarrasser du père. Et elle taille une serpette en or qu'elle donne à son fils, qui coupe les parties génitales de son père. Ça lui fait très mal, il se retire, il crée l'espace. D'accord? C'est le recul de, comment il s'appelle, Ouranos, qui crée l'espace. Et l'espace étant créé, les titans peuvent sortir du ventre maternel et eux-mêmes engendrer. Et donc le mythe nous dit que c'est l'émancipation de Chronos vis-à-vis de son père qui a donné Chronos, le temps. D'accord? Donc dans les mythes grecs, le temps n'advient que pour créer de la nouveauté, du changement, du devenir, de l'évolution. Si les choses restent identiques, ou cycliques même, il n'y a pas de temps. D'accord? Et cette collusion entre temps et devenir, on la retrouve chez Aristote, chez Kant, pratiquement dans tous les systèmes philosophiques. D'accord? On a cette idée que le temps n'existe ou ne passe que quand les choses passent ou se modifient ou évoluent. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut aussi définir le temps comme étant ce qui passe quand rien ne se passe. Et ça m'amènera à faire la distinction entre cours du temps et flèche du temps. Et je pense que cette distinction est importante, non pas que je connaisse la racine du cours du temps et de la flèche du temps, mais je pense que si on veut que les physiciens se comprennent entre eux, il faut qu'ils se mettent d'accord sur l'usage qu'ils font de ces mots. Alors, un petit rappel historique. Vous savez que c'est Galilée qui, le premier, mathématise le temps pour décrire la chute des corps. Il montre que la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute d'un corps et indépendante de sa masse, de la masse du corps. Newton, lui, va formaliser le temps dans les Principia, dire que le temps s'écoule uniformément, expression curieuse, du passé vers l'avenir. Et il n'a qu'une dimension. Donc la courbe du temps peut être tracée dans un espace à définir, comme une courbe orientée, c'est-à-dire que du fait que le temps s'écoule du passé vers l'avenir, on doit mettre ici une petite flèche qui indique le sens d'écoulement du temps. Cette petite flèche, en fait, encore une fois, ne fait qu'indiquer l'impossibilité des voyages dans le temps. Si vous êtes là, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Bon, une courbe à une dimension comme celle-ci, quelle que soit la forme que vous lui donniez, appartient à l'une ou l'autre de ces deux catégories. Soit cette courbe est fermée comme celle que je viens de représenter, soit au contraire elle est ouverte. Et par des transformations continues, c'est-à-dire des transformations qui ne changent pas la topologie de ces courbes, vous voyez que celle-ci se ramène à un temps cyclique, un cercle, et celle-ci se ramène à un temps linéaire. D'accord ? Donc à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension,
il est soit linéaire, soit cyclique. Ça a été assez long finalement de se convaincre qu'on devait refuser le temps cyclique, qui avait un caractère magique, le cercle est la figure parfaite. Dès que vous déformez un cercle, il devient moins beau, d'accord? Donc ça a été à l'origine des mythes de l'éternel retour, ça a été présent dans certaines religions, notamment celle des stoïciens, et assez vite pourtant, le temps linéaire s'est imposé en vertu du principe de causalité, qui a été énoncé par Leibniz, repris par Kant, mais en réalité c'est un principe qui est une sorte de vérité de la palisse. Le principe de causalité tel qu'il est énoncé par Kant ou Leibniz, c'est à peu près le même énoncé, c'est tout événement est l'effet d'une cause qui le précède. Vous connaissez ça par cœur. Et en fait, ce principe de causalité a pour conséquence de protéger le passé de toute modification. Le principe de causalité interdit qu'on puisse modifier le passé. C'est-à-dire, si un événement a eu lieu dans le passé, il sera éternellement vrai que cet événement a eu lieu, même s'il n'y a pas de témoin, même s'il n'y a pas de souvenir, même si on a essayé de maquiller l'événement en question, etc., même si on a supprimé les effets de l'événement. Par exemple, si vous avez laissé tomber une tasse de café ou renversé une tasse de café hier, vous pouvez racheter la même tasse, nettoyer et faire en sorte qu'aujourd'hui, cet événement n'ait laissé aucune trace. N'empêche, hier, il est vrai que vous avez renversé une tasse de café. Donc c'est un terme de protection chronologique. Le passé ne peut pas être modifié, et c'est ce que garantit le principe de causalité. Alors, vous voyez que dans le cas que j'évoquais à l'instant, si le temps est cyclique, évidemment, le principe de causalité ne peut pas s'appliquer, puisqu'une cause A qui engendre plus tard un effet B, quand on va dans le futur de B, on revient dans le passé de A, et donc un effet peut rétroagir sur sa propre cause. D'accord? Pensez à vous-même qui vieillissez, rencontrez vos parents avant qu'ils se rencontrent et empêchez qu'ils se rencontrent. D'accord? Si vous êtes encore là, c'est que on vous a raconté des histoires. Et donc c'est pour éviter ces désordres dans les familles qu'on a choisi un temps linéaire, c'est-à-dire un temps dans lequel la cause grand A est antérieure à son effet grand B, sans que l'effet puisse jamais rétroagir sur sa propre cause. D'accord? Alors quand on dit temps linéaire, il ne faut pas imaginer une droite comme ça qui serait dans je ne sais quel espace. D'ailleurs, ça pose des tas de questions. Quand au lycée, vous tracez ça au tableau, l'axe des temps, là, vous dites, voilà, on est à l'instant T, très bien. Les instants d'après, est-ce qu'ils existent déjà? C'est-à-dire, est-ce que c'est le passage du temps qui, d'instant en instant, fabrique cette ligne? Ou bien est-ce que cette ligne existe déjà et est parcourue par l'observateur? Voilà des questions compliquées. Et puis attendez, qu'est-ce qui se passe si je sors de l'axe? C'est-à-dire, l'axe, il est dans quel espace? Voilà des questions que je posais à mon professeur de physique. Et il ne me répondait jamais. Vous voyez bien que l'axe des temps, c'est une sublimation, c'est une abstraction de l'image du fleuve. Dans le cas du fleuve, l'écoulement se repère par le fait que le fleuve s'écoule par rapport à quelque chose qui ne s'écoule pas. Le lit, les berges du fleuve. Mais pour dire l'écoulement du temps, il faut imaginer que le lit du temps est quelque chose qui ne s'écoule pas avec le temps. Donc vous voyez, pour dire l'idée d'écoulement, il faut imaginer une sorte de non-temps dans lequel le temps s'écoule. Bon, on ne va pas trop compliquer l'affaire, mais vous voyez que il y a des questions qui sont posées par la mathématisation du temps et qu'on ne peut résoudre que par un travail supplémentaire sans se contenter de cette représentation. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est la griotte qui me fait perdre le fil. C'est les effets tertiaires là, qui commencent à arriver. Bon, je vais m'arrêter là pour Newton. Ensuite, au XXe siècle... Pardon, non, si, il y a une chose que je voulais dire. C'est que si un jour,
l'un de vos étudiants trace l'axe des temps, non pas comme une droite, mais comme une sinusoïde, vous n'avez pas le droit de lui retirer des points. Je dirais même que vous devriez lui en rajouter. Parce que ça veut dire qu'il a vraiment compris que la représentation linéaire ou la représentation sinusoïdale n'enlève rien ou n'ajoute rien à la représentation linéaire. Cette représentation ne signifie qu'une chose, c'est que le temps ne passe jamais deux fois par le même instant. D'accord? Et c'est ce que signifie cette droite, et toute autre courbe qui respecte cette condition peut être admise comme représentation du cours du temps. D'accord? Donc, ça nous montre que dès le début de la science moderne, c'est-à-dire dès Newton finalement, le cours du temps, la représentation du cours du temps a été contrainte par le principe de causalité. Et ça restera aujourd'hui. D'accord? Alors après, on peut discuter. Pour énoncer le principe de causalité, je dois évoquer la notion d'événement. Donc, la contrainte qui vient de la causalité est peut-être aussi une contrainte qui vient des événements. Et ce sont les événements, finalement, qui impriment cette contrainte-là au cours du temps. On peut aussi imaginer que la causalité soit première par rapport au temps, et que, finalement, le cours du temps lisse et continu qu'on a l'habitude d'invoquer soit une sorte d'émergence d'un monde d'événements causalement reliés dans lequel il n'y a pas de temps. Les travaux sur les géométries non commutatives vont un petit peu dans ce sens. On peut imaginer un monde sans temps, avec des événements causalement reliés, et quand on regarde à plus grande échelle, on voit apparaître le temps lisse et continu de la relativité générale, par exemple. Vous voyez, peut-être qu'on va assister à une sorte de renversement complet, qui consistera à dire qu'au lieu que la causalité soit une contrainte appliquée sur le temps, ce soit la causalité qui soit le substrat ontologique du cours du temps. J'en sais rien, je dis simplement qu'il faut faire attention à l'usage des mots et appeler les choses par leur nom. Ensuite, donc 19e siècle, thermodynamique, etc., il y a de nouvelles équations, irréversibles en temps, alors que les équations de la mécanique sont réversibles en temps, vous changez T en moins T, ça ne change pas la forme des équations. Et là, il va y avoir un débat très intense, notamment entre Boltzmann et les énergétistes, c'est-à-dire ces physiciens ou ces physico-chimistes comme Oswald notamment, qui a été le plus violent de tous, qui contestaient le travail de Boltzmann, qui avait montré qu'on peut comprendre les lois de la thermodynamique à partir des lois de la mécanique, à condition de supposer qu'un gaz, par exemple, est constitué d'atomes. Prenez un gaz formé d'atomes, les atomes ont une vitesse, ces atomes sont soumis aux lois de la physique classique, et Boltzmann montre que s'il y a un grand nombre d'atomes, eh bien, ces lois de la mécanique classique finissent par déboucher sur les lois de la thermodynamique. C'est l'interprétation statistique de la thermodynamique. Et beaucoup de physiciens, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, l'existence de l'atome n'avait pas été démontrée, attaquaient très vigoureusement Boltzmann au motif qu'il mettait en jeu, dans son formalisme, des entités qui n'avaient pas été observées, en l'occurrence les atomes. Donc Boltzmann a été accusé de faire de la métaphysique. Et un des arguments utilisés par Oswald a été de dire à Boltzmann, tu pars de la mécanique classique. Or, les équations de la mécanique classique sont invariantes par renversement du temps. Donc, ce sont des équations qui nient le temps. D'accord? Évidemment, il avait tort. La réversibilité des équations de la mécanique classique, ce n'est pas une négation du temps, puisque chez Newton, il y a un cours du temps qui est parfaitement défini. Ça consiste simplement à dire que les phénomènes physiques décrits par les équations de la mécanique classique sont des phénomènes réversibles. Ça ne signifie pas qu'ils peuvent retourner à leur instant initial. Ça signifie qu'ils peuvent retourner dans leur futur à leur état initial. D'accord? Mais il y a eu cette confusion. Et lorsque vous lisez les lettres d'Oswald à Boltzmann, vous savez que Boltzmann s'est suicidé, pas à cause de ça, mais il en a quand même pris plein la figure. Et si ce travail sur les mots avait été fait au XIXe siècle, bon, il y aurait peut-être eu une fin plus heureuse, je ne sais pas. C'est une violence incroyable. D'ailleurs, Boltzmann, en 1910, après que Jean Perrin ait démontré l'existence des atomes, va faire des excuses publiques,
Boltzmann et à tous les autres, en reconnaissant qu'il s'est trompé. Et vous voyez, cette idée que des équations réversibles en temps nient le temps, c'est une idée qu'on retrouve encore aujourd'hui. Lisez les travaux de Prigogine. Prigogine parle du temps newtonien comme si ce temps était une idéalité, ou quelque chose qui n'existe pas. C'est complètement faux. Il n'existe pas de physique sans cours du temps. Par contre, il y a des physiques sans flèche du temps. Et on va revenir un petit peu sur cette distinction. Bon, à cause de la thermodynamique, notamment dans son interprétation statistique, la notion de cause s'affaiblit. Vous savez, on fait des calculs de probabilité, fonction de distribution, etc. Donc, la notion de cause s'affaiblit, mais on garde le principe de causalité. Et d'ailleurs, le temps de la thermodynamique, c'est le temps newtonien. D'accord ? La thermodynamique n'est pas une révolution sur la représentation du temps. D'accord ? Et il y a eu cette confusion par laquelle on a confondu l'irréversibilité du temps lui-même et l'irréversibilité des phénomènes physiques, qui sont deux choses différentes. Ensuite, mécanique quantique. Alors, je parle de la version non relativiste d'abord, donc l'équation de Schrödinger. Le temps de l'équation de Schrödinger, c'est le temps newtonien. D'accord ? Donc, il n'y a pas de révolution. Il y a une révolution dans la dynamique des phénomènes, avec la réduction du paquet d'ondes, etc. Mais le temps quantique non relativiste, c'est le temps newtonien. D'ailleurs, la causalité dans l'équation de Schrödinger est garantie par la présence du Hamiltonien, qui joue le rôle de générateur infinitésimal des translations dans le temps. Donc l'équation de Schrödinger est causale au sens où elle protège le passé. D'accord ? La relativité restreinte, 1905, là c'est un petit peu plus subtil, puisque la notion de simultanéité en relativité restreinte est perdue, plutôt elle cesse d'être absolue, ce qui signifie que si dans votre laboratoire, vous allumez, il fait chaud d'ailleurs dans ce laboratoire, vous allumez deux lampes en même temps parce qu'elles sont reliées à un même interrupteur par deux fils de même longueur, vous appuyez sur l'interrupteur, les deux lampes s'allument en même temps pour vous, et vous avez donc le droit de dire qu'il s'agit pour vous de deux événements simultanés. Maintenant, un observateur qui vient de ma gauche à grande vitesse verra d'abord cette lampe s'allumer, puis celle-ci. Donc décalage chronologique. Le caractère simultané n'est plus absolu. Et s'il vient de ma droite à grande vitesse, il verra d'abord celle-ci s'allumer, puis celle-là. Vous allez dire, mais on peut inverser l'ordre des événements? Quid de la causalité? La causalité dans cette histoire n'est pas bafouée, puisque l'allumage de cette lampe n'est pas la cause de l'allumage de celle-ci. Leur allumage respectif est le résultat d'une cause commune qui est moi qui appuie sur le bouton qui déclenche les deux allumages en même temps pour moi. Maintenant, j'imagine une deuxième expérience. C'est-à-dire qu'il y a un fil entre cette lampe et celle-ci, et c'est l'allumage de celle-ci qui cause, après un temps de propagation de l'information dans le fil, l'allumage de la deuxième lampe. D'accord ? À ce moment-là, pour un observateur... Alors pour moi, déjà, ils sont plus simultanés. D'accord ? Il y a le temps de transport. Si un observateur vient de ma gauche, il verra d'abord celle-ci s'allumer, puis celle-là. La durée entre les deux ne sera pas la même que pour moi. C'est la relativité qui l'explique très bien. Et si quelqu'un vient de ma droite, il verra celle-ci s'allumer en premier, puis celle-là. Donc, si cet événement est la cause de celui-ci, l'ordre des deux événements est absolu. D'accord ? Donc la causalité est garantie, à condition que les observateurs n'aillent pas plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide, et à condition que ce signal non plus n'aille pas plus vite que la lumière dans le vide. Autrement dit, la causalité en relativité restreinte s'exprime par le fait, par une interdiction. Une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière dans le vide. C'est ça la traduction de la causalité en relativité. Alors, quand vous expliquez ça à vos étudiants, j'imagine qu'ils vous disent oui, mais un jour peut-être au CERN, on va trouver des cavités hyper supraconductrices qui vont hyper accélérer les particules, et un jour elles dépasseront C. D'accord ? Donc quand vous énoncez un principe sous la forme d'une interdiction, eh bien il y a toujours quelqu'un qui imagine que cette interdiction un jour sera démentie par l'expérience.
Donc, c'est l'événement d'après que je vais vous raconter rapidement qui me semble beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que au début du XXe siècle, les physiciens avaient repéré le rayonnement cosmique, avaient vu que certaines particules dans le rayonnement cosmique vont pratiquement à la vitesse de la lumière, et donc ils ont compris que pour décrire ces particules, il fallait les traiter de façon quantique, parce que ce sont des particules, et de façon relativiste, parce qu'elles vont très vite. L'équation de Schrödinger ne faisait pas l'affaire, puisqu'elle est non relativiste. Elle marche pour les électrons dans l'hydrogène ou dans les atomes, parce que leurs vitesses sont, si tant est qu'on puisse les définir, sont faibles par rapport à la vitesse de la lumière, donc les corrections relativistes sont petites, mais quand on a des particules plus rapides, eh bien, il faut en passer par un traitement qui soit à la fois quantique et relativiste. Alors plusieurs physiciens vont s'attaquer à ce problème, un qui s'appelle Klein, un qui s'appelle Gordon, quelques autres, et puis un certain Paul Dirac, physicien britannique d'origine française, Paul Dirac, qui était à l'université d'Oxford à l'époque, et en 1928, il va trouver une équation qu'il a construite à partir d'arguments mathématiques, esthétiques. Lui, il pensait que les belles équations étaient vraies, étaient platoniciens. Et que de toute façon, ce n'était même pas la peine de faire d'expérience. Une belle équation, même si elle ne vaut pas dans le champ dans lequel on l'a trouvée, doit être vraie par ailleurs. Donc il écrit l'équation de Dirac et voit que quand il s'agit de calculer les niveaux d'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène, on obtient des valeurs plus précises que celles que l'équation de Schrödinger proposait et qui se révèlent petit à petit en parfaite conformité avec les mesures faites par les spectroscopistes. Et donc il a confiance dans sa théorie. Et après, l'histoire est une histoire absolument passionnante, mais je ne peux pas la raconter dans les détails. Donc je vais vous faire une sorte de résumé faux. C'est-à-dire, je ne suis pas la démarche historique, je vous raconte comment les choses sont arrivées de façon conceptuelle sans que Dirac ait toujours eu conscience que c'était bien comme ça qu'il fallait penser les choses. Donc Dirac examine une situation, là j'invente, hein, mais ça revient à ça, une situation banale dans le monde microscopique, c'est-à-dire une particule est créée à un instant t égale 0 dans un référentiel donné. Pensez, lâchez de l'anachronisme, à une collision au CERN, donc un choc de protons ou d'un électron et d'autres choses. L'énergie cinétique se matérialise, vous avez une particule nouvelle qui apparaît, qui en général est instable, et donc au bout d'un temps plus ou moins long, en général très court, elle se désintègre en d'autres particules. Bon, prenez un muon par exemple, un muon il se désintègre en électrons et neutrinos. Bon, et Dirac décrit ce genre de phénomène avec son équation. Et ça a l'air d'aller. Après, il regarde sur le papier ce que verrait un observateur qui traverserait le laboratoire à grande vitesse. Et là, il s'aperçoit, et c'est naturel puisque son équation respecte les principes de la relativité, que la chronologie des événements peut être inversée. C'est-à-dire, moi, je vois une particule apparaître, vivre, je prends un langage anthropomorphique pour être plus clair, mais une particule apparaît, vit, puis meurt. Pour un autre observateur, dans certaines conditions, il verra la particule disparaître avant d'être apparue. D'accord? C'est bizarre. C'est bizarre parce que même si la relativité a remis en cause la notion de simultanéité, même si elle inverse les événements qui ne sont pas causalement reliés, c'est une situation assez curieuse. D'ailleurs, Dirac, quand il a vu ça, a vraiment hésité à considérer que son équation était aussi belle que ce qu'il avait pensé initialement. Bon, mais si vous en restez là, vous pouvez considérer, si tant est que vous considérez que l'équation est juste, que le temps est arbitraire, c'est une convention, mais on peut inverser l'ordre des phénomènes par changement de référentiel, donc le temps n'a pas d'objectivité. Et ce que va faire Dirac, c'est quelque chose d'assez étonnant. Il va se dire que son équation est incomplète. C'est-à-dire qu'il lui manque la causalité. Et donc il va l'introduire. Il va modifier son équation de telle sorte que, au moins sur le papier, si moi je vois une particule apparaître puis disparaître, eh bien tous les autres observateurs verront aussi cette particule apparaître
disparaître. Et donc ça se fait de façon technique, c'est dans tous les livres, disons, dans tous les manuels. Et quand on a fait ça, on s'aperçoit qu'en plus des solutions de l'équation de Dirac qui étaient présentes au départ, d'autres solutions apparaissent qui correspondent à des énergies négatives. Donc je résume, le fait d'avoir imposé la causalité dans les équations rend nécessaire l'existence d'énergie négative. C'est-à-dire de masse négative, puisque une particule d'énergie négative qu'on immobilise a une énergie résiduelle qui est son énergie de masse, qui est moins, enfin MC2, c'est négatif, c'est que la masse est négative. D'accord ? Et ça, Dirac l'écrit en 1929. Colibet de la part de Pauli, Colibet de la part d'Heisenberg, Colibet de la part de Schrödinger, Colibet de la part de tous les physiciens de l'époque. Tu prédis des énergies négatives, c'est quoi ce délire, etc. Je peux vous montrer une collection de petites lettres et d'échanges. Dirac, c'est un peu comme Boltzmann, il a souffert. Bon. Simplement, une particule d'énergie négative, d'un point de vue mathématique, c'est une particule qui ressemble à une particule qui remonte le cours du temps. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une particule remonter le cours du temps? C'est pas clair. Comment est-ce qu'on peut interagir avec un objet qui parcourt le sens du temps en sens inverse de nous? Et Dirac a l'idée géniale d'interpréter ces particules d'énergie négative qui remontent le cours du temps comme étant des antiparticules d'énergie positive qui suivent le cours normal du temps. D'accord? Bon, son sujet d'étude, c'était l'électron. En fait, en 1931, il a été sûr que la solution des énergies négatives, c'était les protons. Donc il a eu un petit délire qui n'a pas duré longtemps, où il a pensé avoir trouvé l'équation du tout. Il décrit l'électron, et en solution, il récupère le proton. Donc il a toutes les particules connues à l'époque. Le photon n'est pas loin, etc. Mais Schrödinger le fait remarquer que la particule d'énergie négative devait avoir la même masse que la particule d'énergie positive, et ça ne pouvait donc pas être le proton. Donc, conclusion, quand on met la causalité dans une théorie qui essaie de marier la physique quantique et la relativité, on aboutit à la prédiction de l'existence du positron. De deux choses l'une, où il existe, ou il n'existe pas. Bon, il se trouve qu'il y a un physicien américain qui s'appelle Anderson, alpiniste, qui avait fabriqué une chambre de Wilson avec Wilson, justement, non, avec Millikan, pardon, a monté sa chambre de Wilson au sommet d'une montagne du Pasadena, et il a vu des trajectoires d'électrons courbées par le champ magnétique. Et puis il y en avait d'autres qui tournaient dans l'autre sens. Alors il ne savait pas si c'était des trajectoires qui montaient ou descendaient, donc il a mis une barre de plomb pour voir comment la courbure de la trajectoire variait au passage de la barre de plomb et en déduire le sens d'arrivée des particules. Et il publie un article dans lequel il a découvert une sorte de particules positives de masse égale à 1/20 de la masse du proton. Il n'avait jamais lu Dirac, il ne savait pas qui était Dirac, alors que dans tous les cours que j'ai lus, on dit voilà, Dirac prédit le positron, Anderson chausse ses crampons, et voit le positron. Non, Anderson n'avait jamais entendu parler des antiparticules. Alors, il le dit lui-même dans son discours Nobel, il a découvert par hasard. D'ailleurs, s'il avait lu l'article de Dirac, il aurait compris que la masse en question, ça devait être 1/2000 de la masse du proton. Non, mais bon, au bout de quelques mois, la découverte du positron est confirmée, Dirac a le prix Nobel, Anderson aussi, et on a ainsi la preuve matérielle ou antimatérielle du fait qu'il existe dans l'univers quelque chose dans lequel on ne peut pas voyager et que je vous propose d'appeler le temps. C'est-à-dire que l'antimatière, c'est la preuve que la causalité doit bien s'appliquer à notre représentation du cours du temps. Alors de l'antimatière, vous savez que vous en fabriquez. Vous avez dans vos eaux du potassium 40, qui est radioactif, période 1,3 milliard d'années. Il se désintègre par radioactivité bêta, donc un des neutrons devient un proton, enfin le potassium devient du calcium 40, un des neutrons devient un proton avec émission d'un électron et d'un antineutrino de masse non nulle, puisque comme vous le savez, les neutrinos et les antineutrinos ont une masse, prix Nobel 2003, 4. On sait maintenant que les neutrinos ont une masse non nulle. Donc quand vous émettez
un antineutrino parce que l'un de vos atomes de potassium 40 se désintègre, vous émettez de l'antimatière, c'est-à-dire la preuve que les voyages dans le temps sont impossibles. Et vous le faites 4000 fois par seconde pour ceux d'entre vous qui ont une corpulence normale. 4000 becquerels par le potassium 40. Pour les femmes, c'est un peu moins. Bon. C'est entre 3000 et 4000. Voilà. Donc, c'est pas négligeable. Alors, pour finir avec cette question du cours du temps, je vais essayer de faire un dessin pour vous montrer comment le raisonnement de Dirac s'applique. J'imagine que vous avez entendu parler du diagramme de Feynman. Donc on représente l'espace-temps comme ça, x, le temps dans un référentiel donné. Et je vais prendre dans un noyau atomique un proton et un neutron. D'accord? Donc je prends un neutron par exemple, il a cette trajectoire. Un proton qui a cette trajectoire. Et je vais imaginer que ces deux particules interagissent par l'interaction forte. Donc, ils échangent un pion, ce qu'on appelle un pion, c'est-à-dire, en l'occurrence, un pi plus. Non, pardon, un pi moins. Donc, le neutron émet un pion négatif, donc il devient lui-même un proton. Et le proton, lui, en absorbant ce pion négatif, devient un neutron. D'accord? Au passage, vous savez que le neutron est instable, il a une période d'un quart d'heure. On peut se demander pourquoi les neutrons sont dans les noyaux. Pourquoi il y a des neutrons dans les noyaux alors que leur durée de vie, c'est un quart d'heure? Le potassium 40 dont je parlais tout à l'heure, il a 5 milliards d'années d'âge. Hein. Donc les neutrons auraient dû disparaître depuis longtemps, ils sont encore là, on peut se demander pourquoi. Ne me regardez pas comme ça, c'est comme ça. Hein. Tout simplement parce que justement, ils ne cessent pas de devenir des protons. Donc les neutrons sont immortels à temps partiel. Et ça, c'est la même chose que l'immortalité. Si on ne vous laisse jamais le temps de mourir, ben vous ne mourrez pas. Le neutron devient un proton, puis redevient un neutron, et jamais il n'a le temps de passer son quart d'heure fatal. Bon, alors maintenant, regardons ce qui se passe dans un autre référentiel, qui sera en mouvement par rapport à celui-là. D'accord? Il y a bien des observateurs pour lesquels, ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure à propos de la relativité, la chronologie entre l'émission du neutron et son absorption par le proton va être inversée. Et donc, pour certains observateurs, vous verrez le neutron qui émet un pion négatif qui est absorbé par le proton avant qu'il ait été émis par le neutron. D'accord? Donc vous avez inversé la chronologie entre l'émission et l'absorption. Et ce phénomène physique est le même que le premier, puisque vous avez simplement fait un chemin de référentiel galiléen. Et donc la relativité dit que c'est le même phénomène vu de deux points de vue différents. D'accord? La question c'est, quel est le statut de cette particule qui remonte le cours du temps? Alors si vous écoutez Gabriel Chardin qui va vous parler dimanche, lui va vous dire la causalité, j'y crois pas, donc c'est une vraie particule qui remonte le cours du temps. Il y a un pi moins qui remonte le cours du temps. Maintenant, si vous êtes Dirac ou beaucoup d'autres physiciens, vous dites, je réinterprète ce pi moins comme étant un pi plus qui suit le cours normal du temps. D'accord? Autrement dit, l'antimatière, c'est vraiment ce qui advient quand vous voulez que la causalité soit respectée dans les processus qui mettent en jeu à la fois la mécanique quantique et la relativité. Bon, pour finir, maintenant que j'ai parlé, je crois, du cours du temps, je vais dire deux mots de la flèche du temps. Alors évidemment, chacun peut inventer sa définition, mais le problème de la flèche du temps tel qu'il s'est historiquement posé est celui de savoir comment des équations physiques réversibles en temps, c'est-à-dire qui sont invariantes quand on change le signe de la variable temporelle, peuvent rendre compte de phénomènes irréversibles. Alors il y a la réponse de la thermodynamique proposée par Boltzmann, croissance de l'entropie. Il y a d'autres possibilités d'explication.
dans le colloque dont j'ai parlé tout à l'heure avec Penrose et les autres, il distingue 7 sources possibles d'irréversibilité des phénomènes temporels. Violation de CP dans les interactions faibles, expansion de l'univers, trou noir, etc. On peut allonger la liste. D'accord ? Et simplement, la question qui se pose, c'est donc comment expliquer l'irréversibilité des phénomènes à partir d'équations qui elles-mêmes sont réversibles. Alors, certains contestent la réversibilité même des équations de la physique, en disant qu'il faudrait trouver une nouvelle physique dans laquelle cette réversibilité n'existe plus, alors que la physique traditionnelle considère que le temps est quelque chose qui échappe au devenir. En physique classique, que vous connaissez sans doute très bien, le temps échappe au devenir, au sens où tous les instants du temps sont équivalents pour ce qui est des lois physiques. D'accord ? Si vous changez t, la variable temporelle, en t plus tau, où tau est n'importe quel nombre réel, vous ne changez pas l'équation en question. Autrement dit, le choix de l'origine du temps sur l'axe que j'ai tracé est parfaitement arbitraire. Tous les instants du temps sont équivalents pour ce qui est des lois physiques. Et ça a comme conséquence, théorème de Noether, que l'énergie se conserve. Donc la conservation de l'énergie, c'est la traduction du fait que le temps échappe au devenir, que les lois physiques sont invariantes par translation du temps. C'est ce qui permet de faire la physique des particules. Le CERN, sur son site web, dit que le LHC est une machine à remonter le temps. Bon, ils font ça pour nous énerver. En fait, au CERN, on crée dans le présent les conditions physiques du passé. On recrée les conditions du passé. D'accord ? On met dans un petit volume une densité d'énergie, température, etc., qui était celle de l'univers primordial. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouve dans l'univers primordial. Ça veut dire qu'on recrée dans le présent les conditions physiques du passé. Pourquoi ? Parce que les lois physiques n'ont pas changé. Ce qui a changé au cours de l'expansion, ce sont les conditions physiques. Mais l'univers, en tout point d'espace-temps, a gardé la possibilité, pour autant que des contribuables acceptent de financer ce genre d'expérience, de recréer des objets qui ont disparu de l'univers. Il n'y a plus de quark-top dans l'univers. Mais il y en a au CERN. Enfin bon, il n'y en a pas encore au CERN, mais on va en voir beaucoup en 2008. D'accord ? Donc, on peut... Pour l'univers, le LHC, c'est une cure de jouvence. D'accord ? C'est pas un voyage dans le temps, c'est une cure de jouvence. Et ça, c'est directement lié à ce principe d'invariance des lois physiques par translation du temps. Et ma conclusion sera la suivante. Les arguments par lesquels la physique contraint le cours du temps et les arguments par lesquels la physique espère rendre compte de la flèche du temps ne se recouvrent pas. C'est pourquoi je propose de distinguer le cours du temps de la flèche du temps. Le cours du temps renouvelle les instants présents et empêche qu'un système puisse revenir à un instant initial. La flèche du temps, qui n'est pas une propriété du temps, mais une propriété que les phénomènes ont ou n'ont pas, ça dépend des équations qui régissent leur évolution. La flèche du temps empêche un système de revenir dans le futur à son état initial. Et confondre les deux, comme l'a d'ailleurs bien remarqué Planck, Planck raconte dans son autobiographie scientifique une discussion qu'il a eue avec Oswald, le même Oswald que tout à l'heure. Et il dit, j'ai passé une journée à essayer de convaincre Oswald que confondre la chute des corps et le transfert de la chaleur d'un point chaud à un point froid, c'est aussi grave que de confondre le premier principe de la thermodynamique, conservation de l'énergie, et le deuxième principe de la thermodynamique. Et à mon avis, il faut maintenir très fermement cette distinction, quitte à la revoir un jour, peut-être qu'un jour on va découvrir que l'origine du cours du temps et l'origine de la flèche du temps sont une même chose. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que les arguments sont sans redondance. Et quand j'entends dire Gabriel Chardin, qui est mon ami, que le problème de la flèche du temps, c'est de comprendre pourquoi on ne se souvient pas de l'avenir, je trouve qu'il charrie. C'est-à-dire, le cours du temps, c'est précisément ce qui fait qu'on ne se souvient pas de l'avenir, pour la bonne raison
que nous n'avons encore jamais été présents dans la vie. C'est quand même plus simple que d'aller... Alors, simplement pour finir, je vous lis la définition de la flèche du temps telle qu'elle a été proposée par Eddington en 1928. Vous savez que l'expression flèche du temps, Boltzmann ne l'utilise pas. Il parle d'irréversibilité. Et d'ailleurs, c'est ça l'origine de la confusion. Il parle d'irréversibilité et on ne sait jamais si c'est l'irréversibilité du temps ou des phénomènes. Et c'est Eddington qui va proposer l'expression times arrow, la flèche du temps, et voici la définition qu'il en donne. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Pourquoi ne pas faire l'hypothèse que le devenir est une sorte de texture à sens unique impliquée fondamentalement dans la structure de la nature? L'esprit a une connaissance spéciale de cette texture et l'appréhende comme le passage du temps. Du fait de cette texture à sens unique, l'élément de hasard s'accroît constamment dans le sens de la tendance naturelle et fournit au physicien un critère expérimental pour déterminer le chemin qu'elle suit. Mais c'est la tendance et non cette conséquence particulière qui en résulte, qui est la contrepartie physique directe du devenir. C'est un peu compliqué, mais quand on la lit 3 fois, on comprend que ce que veut dire Eddington, c'est que nous n'avons pas un sens du temps. Nous avons un sens de l'entropie. D'accord? C'est-à-dire ce que nous percevons, c'est la variation d'entropie. Nous avons le sens du changement. Et c'est pourquoi nous identifions le temps au changement. D'accord? Et vous allez voir que tout de suite après, on se dit que Eddington a parfaitement compris cette distinction que j'essaie de faire. Il parle de l'équilibre thermodynamique. Alors l'équilibre thermodynamique, évidemment, il n'y a plus de flèche du temps parce que le système est stationnaire. Il n'évolue plus, il n'y a plus d'irréversibilité. Par contre, le temps physique continue à passer. Voilà ce qu'écrit Eddington. À l'équilibre thermodynamique, le temps est toujours là, à la bonne heure, et conserve ses propriétés ordinaires, à la bonne heure. Mais il a perdu sa flèche. On est content? C'est exactement ce que je vous ai dit. Comme l'espace, il s'étend. Là, on dit, petite inquiétude. Comme l'espace, il s'étend, mais il ne passe plus. Patatras. D'accord? L'idée que quand le système cesse d'évoluer, le temps s'arrête. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis là, monsieur. Dans votre exposé, vous avez bien souligné la nécessité qu'il y avait de dépouiller le temps de son habillage, en gros de séparer la flèche du temps du cours du temps. Est-ce à dire que le cours du temps continuerait d'exister dans un univers qui serait totalement vide? Et si jamais on dit que l'univers est vide, dans ce cas-là, il doit être aussi vide de la notion de temps. Je ne sais pas ce que vous avez à répondre. Est-ce que c'est une aporie? Je ne sais pas non plus, c'est ça qui est embêtant. Oui. Vous voulez, là, vous me posez une question qui laisse entendre que vous avez le sentiment que je sais ce que c'est que le temps. Or, je n'en sais rien. J'ai le sentiment que vous avez réfléchi sur ce que pourrait être le temps, que je n'ai pas. Le travail que j'ai mené, c'est de regarder quel est le statut du temps dans les différentes théories physiques. Donc, si vous êtes physicien, vous devez dire à partir de quel cadre conceptuel vous pouvez apporter une réponse à ce type de question. Dans la mécanique de Newton, si vous retirez toute la matière, tous les événements, et même tous les phénomènes, il reste l'espace qui est absolu, et le temps qui est absolu. Donc vous avez un univers vide qui dure, un univers ou un espace vide qui dure. Si vous prenez maintenant la relativité restreinte, il y a le couplage entre temps et espace. Mais aucun événement ne peut affecter le temps, comme en physique newtonienne. Donc, quoi qu'il se passe dans un univers newtonien, cela n'affecte pas le temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cosmologie newtonienne.
Maintenant, en relativité générale, là c'est plus compliqué. Il y a un livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps chez Gallimard, les discussions entre Penrose et Hawking sur cette question. À propos de la relativité générale. Vous savez qu'en relativité générale, il y a une sorte d'interdépendance entre matière, énergie, rayonnement, espace et temps. D'accord ? Et vous pouvez vous imaginer qu'on fait tout là-dedans, on enlève la matière, le rayonnement, etc. Et qu'est-ce qui reste ? Eh bien, lisez ce bouquin qui est par ailleurs incompréhensible. Ça, je veux bien le prendre. Mais vous savez, les livres incompréhensibles, parfois, ça soigne les migraines. Enfin, moi, c'est bizarre. Une sorte d'aspirine efficace. Ou bien vous considérez comme Hawking que entre la matière, l'énergie et l'espace-temps, il y a une sorte d'adhérence. Auquel cas, quand vous retirez la matière, vous emmenez l'espace-temps avec. Et donc le vide de la relativité générale, c'est le néant. Ou bien vous considérez qu'il y a une sorte d'autonomie de la matière par rapport à l'espace-temps, auquel cas il reste l'espace-temps de Minkowski, ou bien s'il y a une constante cosmologique, l'espace vide de De Sitter. D'accord ? Donc le vide de la relativité générale, c'est-à-dire ce qui reste quand on a envoyé la matière, dépend de la réponse que vous faites à cette question que j'ai évoquée. Non mais s'il vous plaît, je ne connais pas la vérité du temps. Mon travail, je suis disciple de Wittgenstein. C'est-à-dire je considère que le travail du philosophe des sciences, ce n'est pas d'inventer de nouvelles propositions. Le travail du philosophe des sciences, c'est de critiquer les propositions qui sont faites. En matière de langage notamment. Tout à l'heure, au sujet du neutron, vous avez parlé d'immortalité à temps partiel. On pourrait aussi parler d'immortalité par procuration à travers le proton. Est-ce la raison pour laquelle... de vampirisation temporelle. Oui. Est-ce la raison pour laquelle un système de deux neutrons n'existe pas, une sorte de noyau, alors que ce pourrait être un système lié par l'interaction forte? Et qu'en est-il des étoiles? Non, il n'est pas lié par l'interaction forte. Il n'est pas lié par l'interaction forte, le système de neutrons. Il pourrait l'être. Non. Non. Et qu'en est-il des étoiles à neutrons? Est-ce que ce sont des systèmes stables ou des systèmes instables dont la durée caractéristique de stabilité est très grande? Moi, je vais donner la parole à Claude Contanucci. C'est des systèmes stables. Mais alors, pourquoi ils sont stables? Je sais pas. Bonne question. Je ne vous remercie pas de me l'avoir posée. Bonjour. Que pensez-vous des théories que l'on lit souvent dans la littérature scientifique sur la dilatation du temps du premier instant de l'univers? L'inflation? Oui. Si vous voulez, l'inflation, c'est une théorie qui a été, plutôt un modèle qui a été proposé pour rendre compte du fait que l'univers s'est structuré comme on voit qu'il s'est structuré. Ça suppose qu'il s'est expandu, si on dit des choses comme ça, de façon très rapide, pendant un temps très court, avec une vitesse colossale. Moi, je ne suis pas cosmologiste, je discute beaucoup avec Marc Lachèdré et quelques autres, qui sont très sceptiques là-dessus. D'une façon générale, je pense que les astrophysiciens devraient cesser de dire qu'ils décrivent l'origine de l'univers. Voilà. J'ai une autre question. Mais attendez, je j'explique pourquoi quand même. C'est que, au XXe siècle, la physique a quand même montré que tous les objets qu'elle considère sont des produits d'une histoire. Les atomes ont été fabriqués dans les étoiles, ou dans la nucléosynthèse primordiale. Les étoiles ont été fabriquées par des condensations de gaz. Ces gaz eux-mêmes viennent de l'univers primordial, des quarks, etc. Et donc, on a été capable de montrer des origines relatives. C'est-à-dire, on montre comment une nouvelle chose est apparue comme conséquence de ce qui l'a précédé. C'est ça une origine relative. Du coup, c'est plus une origine, c'est une sorte de filiation. C'est même un achèvement de ce qui a précédé. D'accord ? Les atomes, c'est un achèvement du processus par lequel les étoiles se sont formées. Autrement dit, pour décrire une origine relative,
il faut avoir à sa disposition une cuisse de Jupiter. C'est-à-dire quelque chose qui était déjà là, et dont cette nouvelle chose est issue. Maintenant, la vraie origine, c'est-à-dire l'origine absolue, le passage du néant, il n'y a rien, à l'être. N'imaginez pas que la physique va un jour comprendre ça. D'accord? Alors, tous les astrophysiciens qui disent je montre comment l'univers est né à partir de rien, je pense à Edward Gunzy, qui est un ami par ailleurs, mais il charrie un peu aussi. Il explique comment l'univers est né à partir de rien. Bon, quand on lit ces papiers, on voit que ce qu'il appelle le rien, c'est l'espace-temps avec les particules virtuelles, c'est le vide quantique. Alors il faut expliquer d'où vient le vide quantique. Et vous êtes pris par des régressions infinies en expliquant, en devant chercher la cause de tout ce que vous avez utilisé comme effet. D'accord? Et la seule façon d'arrêter cette régression infinie, c'est d'arriver à Dieu comme Spinoza et dire Dieu est cause de lui-même. Bon, mais ça, c'est pas un travail de physicien. Oui, c'est-à-dire que même si vous dites que c'est le néant qui, pour je ne sais quelle raison, a finalement cessé d'être un néant pour devenir un univers, ça veut dire que le néant dont vous parlez, il a la capacité de cesser d'être un néant, et c'est déjà quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que entre un discours de cette sorte et un discours de Raymond Devos, il y a l'épaisseur. Il ne faut pas applaudir. Oui, il y a pourtant le temps de Planck qui a été défini, alors qu'on dit qu'il n'y avait rien avant, le temps n'existait pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais le temps de Planck, c'est pas. Le temps de Planck, c'est une durée qui est construite à partir des constantes de la physique. Donc vous prenez la constante de la gravitation, la constante de Planck, la vitesse de la lumière, et vous fabriquez, c'est un bon exercice je pense que vous le faites, vous construisez une grandeur qui est homogène à une durée à partir de ces trois constantes qu'on et vous trouvez le temps de Planck. En fait, pour moi, c'est une limite théorique, c'est-à-dire c'est une limite en deçà de laquelle la physique d'aujourd'hui est impuissante à décrire ce qui s'est passé. Autrement dit, ce qu'on appelle le Big Bang, là aussi, c'est comme le beau temps, il y a une polysémie fulgurante. Est-ce que le Big Bang, c'est l'instant zéro? Est-ce que c'est le modèle par lequel on décrit l'évolution de l'univers, ce qu'on appelle les modèles de Big Bang? C'est pas l'instant zéro, à mon avis, puisque, comme vous savez, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte le cours du temps sur le papier, c'est-à-dire on montre comment l'univers, dans le passé, était plus chaud, et puis on arrive à une situation dans laquelle il faudrait pouvoir traiter ensemble les quatre forces de la nature, donc avoir une théorie permettant de le faire, ce qui n'existe pas, et c'est en amont du temps de Planck qu'on bute sur les situations que la physique d'aujourd'hui ne peut pas décrire. D'où certaines pistes, comme la théorie des cordes, la supersymétrie, etc., mais qui, pour ce qui est de la théorie des cordes, ne débouchent pas sur des prédictions. Hein, la théorie des cordes, ce n'est pas une théorie qui existe toute faite, c'est un programme de construction, qui va peut-être d'ailleurs sans doute modifier notre représentation du temps, puisqu'il y a des dimensions d'espace-temps, vous savez. La question se pose de savoir si dans les dimensions supplémentaires, on doit admettre la possibilité qu'il y ait une dimension de temps, et pas seulement des dimensions d'espace. Et là, on est pris dans un piège, puisque pour dire qu'une nouvelle variable serait du temps, un deuxième temps, il faut définir a priori quelles sont les propriétés du temps pour pouvoir le reconnaître. D'accord? Donc pour dire qu'il y a un deuxième temps, il faut décider de ce qu'est le temps. C'est l'histoire de poule et d'œuf, mais il n'y a pas de coq, donc ça va être difficile. Et justement, est-ce que le temps ici ne définit pas un état finalement de densité d'énergie? Le temps de Planck? Oui. Oui, lui correspond une énergie de Planck. Donc on peut définir un état par un temps? Ah oui, oui, bien sûr. Donc comment vous différenciez cette fois-ci l'instant de l'état? Non mais en relativité générale, on peut fabriquer ce qu'on appelle un temps cosmologique, qui est un temps qui s'écoule de la même façon pour tous les observateurs qui sont en chute libre les uns par rapport aux autres. Donc on peut en relativité générale fabriquer un temps qui est d'ailleurs celui par lequel on se réfère aux événements du passé. Quand on vous dit 10 moins 12 secondes après le Big Bang, il y a eu le mécanisme de Higgs avec une brisure d'asymétrie entre les forces électromagnétiques et faibles, c'est à ce temps-là qu'on se réfère. Quand on dit que le rayonnement s'est découpé de la matière 300 millions d'années après le Big Bang, c'est ce temps-là encore qu'on utilise. Est-ce que c'est pas plutôt un état défini par une densité d'énergie que l'on traduit en temps? Oui, c'est une variation de la densité d'énergie qu'on paramétrise par le temps cosmologique.
Mais est-ce qu'on arrive à définir quelle a été la durée de cet état? Est-ce qu'on a une connaissance de ça? Est-ce qu'on peut accéder à cette connaissance? La durée du temps de Planck? Non, la durée d'un état. Tout à l'heure, vous avez parlé d'état stationnaire. Le temps s'arrête quand l'état est stationnaire. Donc la question, c'est quelle a été la durée de la état, période qui a précédé le temps de Planck? non, d'un état d'énergie. Je ne vois pas trop le problème. On peut définir un état par une densité d'énergie. Oui. La densité d'énergie correspond à un temps. Oui. Bon, donc on peut définir simplement l'état par une densité d'énergie. Oui. Mais est-ce qu'on peut connaître... Tout à l'heure, vous avez distingué l'instant et l'état. C'était un peu la conclusion de l'exposé. Je dois avoir atteint les effets quaternaires de la...